Le 7 août 2024, en fin d'après-midi, deux enfants sont rentrés de l'école chez eux à Villa São Cristóvão, Tatuí, dans l'intérieur de São Paulo. La maison était ouverte, tout semblait à sa place, mais leur mère n'était pas là. Le sac était toujours sur les meubles, les documents, le téléphone portable, les clés, le matériel de travail, tout absolument intact. Andresa Chitini de Lima, 35 ans, avait tout simplement disparu. Il n'y avait aucun signe d'effraction, aucun témoin, aucune caméra qui aurait pu enregistrer quoi que ce soit. Seul un détail étrange a commencé à déranger la famille. La maison n'avait plus de couverture. Dans les heures qui ont suivi, l'angoisse a grandi et en quelques jours, cette absence silencieuse allait révéler quelque chose de bien pire qu'une simple disparition. Pourquoi Andresa n'était-elle pas partie? Elle n'était jamais sortie de cette maison. Je suis Marcos Campos et voici l'affaire d'Andresa Chitini de Lima, une femme de 35 ans, originaire de Tatuí, São Paulo. Jusqu'alors, elle se partageait entre plusieurs rôles au cours de la journée, travaillant comme manucure, élevant seule ses deux enfants et créant du contenu pour TikTok et les autres réseaux sociaux. Chez elle, entourée de sa famille, enfants, mère et frères et sœurs, elle rayonnait et était aimée. Ce qui était inhabituel dans sa vie, il y avait un détail. Un seul événement récent, une femme inconnue l'avait confrontée. Alors, ceux qui étaient les plus proches d'elle ont pensé que peut-être la résolution de ce mystère et le retour d'Andresa à la maison étaient liés à cela. Mais les jours suivants ont apporté des réponses, et nous allons les découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Et si tu aimes découvrir des affaires réelles, avec beaucoup de détails, je t'invite à t'abonner et à suivre la chaîne. Chaque semaine, il y a au moins 3 épisodes comme celui-ci ici. Si tu peux, deviens membre. Ça m'aide beaucoup à mettre la main à la pâte ici, à faire le script, le montage. Si tu ne peux pas de souci. Un like ou un commentaire, même un emoji, m'aide déjà directement. D'accord? Les messages sont passés, passons aux faits. Le 7 août 2024 a commencé comme un jour ordinaire chez Andresa. Les enfants se sont préparés et sont partis à l'école. Sa mère et ses frères et sœurs sont aussi sortis, chacun vaquant à ses occupations. Mais ce matin-là, Andresa pouvait rester un peu plus longtemps au lit. Tranquillement, elle pouvait prendre son café sans se presser et ne sortir qu'ensuite, sans trop de hâte. Pourquoi? Je m'explique. Comme ses clientes n'arrivaient qu'à partir de 10 heures dans son salon, elle n'avait pas besoin de sortir tôt avec les enfants. Tout était calme ce jour-là. Après cela, tout devient un mystère, parce que ce matin-là, Andresa n'est pas arrivée à son lieu de travail et elle n'a pas non plus pu être jointe par téléphone. Personne n'avait de ses nouvelles, mais je dois mieux vous expliquer ces événements, d'accord? Parce que c'est quand ces enfants sont rentrés à la maison, là dans le quartier de Villa São Cristóvão à Tatuí, suivi peu après par Madame Herminda, qui laissait la mère d'Andresa. C'est alors qu'ils ont compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Il y avait quelque chose de louche, quelque chose qui clochait. C'était déjà à la fin de l'après-midi de ce jour-là, d'accord? Aucun membre de la famille ne connaissait la localisation d'Andresa. Et son matériel de travail était là. À la maison, le sac d'Andresa aussi était là. En résumé, tout ce que j'ai cité dans l'intro. Documents, portables, clés, maquillage. Bref, tout ce qu'il y a dans un sac à main de femme. Il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison. Ce qui pourrait être un détail rassurant, non? Mais ça n'a servi à rien, ce n'était pas vraiment rassurant. Parce que si la maison n'avait pas été envahie, forcée, la manucure elle-même aurait pu ouvrir la porte et faciliter l'entrée de quelqu'un qui l'aurait enlevé et lui aurait fait du mal. Vous n'êtes pas d'accord? Combien de fois a-t-on vu ça ici? Cette personne peut être un inconnu ou une connaissance. Pour les enquêteurs, il y avait encore une autre possibilité, car étant une adulte, Andresa aurait tout simplement pu partir d'elle-même. Et oui les gars, ça pourrait être une disparition volontaire, vous voyez? Peu probable, mais possible. Pourquoi pas? Cependant, le fils d'Andresa a remarqué qu'en plus de sa mère, une couverture avait disparu de la maison. Et pour ceux qui sont habitués aux histoires de crimes réels, cela déclenche une alerte, n'est-ce pas? Une inquiétude différente s'est aussi allumée pour eux à ce moment-là. La sœur et le frère d'Andresa, tous deux adultes, n'avaient pas non plus de réponse aux questions de ce mystère. Ainsi, toute la famille s'est mobilisée pour la rechercher. Toute la nuit, elle a été recherchée parmi ses contacts, ses amis,
Bref, de manière physique et virtuelle, le travail a été très vaste. La police a ensuite été appelée. Malheureusement, cependant, le travail d'enquête a révélé une tragédie qui allait bien au-delà d'un enlèvement ou d'une fuite sans raison apparente. 2 jours plus tard, le 9 août, le corps d'Andresa a été retrouvé par des policiers militaires dans le jardin de sa propre maison. En effet, le cadavre était très proche de la résidence, comme on peut le voir sur les images diffusées par de nombreux reportages. Il se trouvait tout au fond du terrain, dans une pente qui mène près d'un ruisseau ou d'un petit cours d'eau. Le corps de la femme était là, enveloppé dans la couverture disparue et partiellement caché par des feuilles et des branches. Certains témoignages disent même qu'il y avait aussi des sacs poubelles sur le corps. Avec ce scénario terrible, on pensait déjà à un féminicide. C'est pourquoi, au début, la police pensait que le crime avait été commis par un petit ami ou un ex-petit ami. Pour le commissaire, il fallait donc interroger les hommes ayant eu une relation avec elle. Ex-mari, père de ses enfants, ex-petits amis et éventuellement le petit ami actuel. Et aussi un homme en particulier, quelqu'un qui a été identifié uniquement comme un policier. Un flirt avec qui elle était sortie récemment, cependant, une ex de ce type-là, mécontente de la présence d'Andresa dans la vie du policier, avait créé une sorte de problème pour eux et avait confronté la manucure, une histoire de jalousie d'ex qui n'accepte pas l'idée que la vie continue, tu vois. Une personne anonyme aurait menacé la victime ici. Mais tous les deux, après avoir été dûment enquêtés. Tant le gars qui aurait soi-disant fréquenté Andresa que cet ex ont été considérés comme totalement innocents et sans aucun lien avec la mort d'Andresa Cittini. Avant l'arrivée de la police scientifique, la famille avait déjà compris qu'un événement grave s'était produit dans la maison. C'est la mère d'Andresa, Madame Herminda, qui a trouvé des traces de sang dans la chambre de sa fille, sous l'armoire et répandues sur le sol. Cela montrait que le crime avait eu lieu à l'intérieur de la maison, Andresa y ayant été attaquée. L'attention a surtout été attirée par la tentative de nettoyage de la scène du crime. Le sang avait été partiellement enlevé du sol et une serviette de toilette sale avait été retrouvée cachée au-dessus d'une armoire. Ce genre de comportement est rarement l'œuvre d'un criminel professionnel, disons, n'est-ce pas? C'est typique de quelqu'un qui est désorienté, paniqué peut-être. Quelqu'un qui connaît la maison, quelqu'un qui croit pouvoir gagner du temps soudainement. L'expertise a ensuite confirmé qu'Andresa est morte par strangulation. Des signes évidents de lutte physique et une blessure à la tête, cause de l'hémorragie, ont été constatés. Aucun indice de violence sexuelle n'a été relevé. Un détail clé révélé par l'enquête. Le portail arrière de la résidence a été forcé de l'intérieur vers l'extérieur. Cela indiquait que la personne qui avait tué Andresa se trouvait probablement à l'intérieur de la maison et était sortie par là pour dissimuler le corps dans le jardin, près du ruisseau dont je vous ai parlé. À ce stade, la police savait déjà qu'il ne s'agissait pas d'un enlèvement aléatoire. Et il devenait de plus en plus clair que l'auteur du crime faisait partie du cercle intime de la victime. On a une affaire très intrigante de São Paulo. Parce que cette jeune femme belle, pleine de vie et travailleuse. Elle commence à fréquenter quelqu'un, sa mère découvre qu'elle sort avec un homme. Ainsi, l'enquête a progressé grâce à l'analyse des fameuses empreintes numériques, les traces numériques, n'est-ce pas? Le portable d'Andresa synchronisé avec celui de son fils. Les messages ont cessé vers 7h15 du matin. Les images des caméras de sécurité ont montré son demi-frère, Eddie Nilsson Aparecido de Lima, quittant la maison à 8h30, un horaire qui contredisait sa version initiale. L'homme, maçon, a affirmé qu'à cette heure, il travaillait déjà sur le chantier, rendant les caméras de sécurité essentielles à l'enquête. Il n'y avait pas de caméra dans la maison, mais il y en a toujours une quelque part braquée sur vous, vous voyez. Comme vous vous en souvenez, la victime vivait avec ses 2 enfants, sa mère, une sœur et un frère. Pour la police, tous ont toujours affirmé ne pas être à la maison lors du meurtre. La police a découvert qu'Eddie Nilsson Lima, le demi-frère d'Andresa, était le seul resté sur place.
Après que les autres soient partis ce matin-là, il n'était pas sorti juste après eux, tôt pour aller travailler, n'est-ce pas? Et il est resté là, et personne d'autre n'avait été filmé en train d'entrer dans la maison. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les deux demi-frères qui étaient là. Le commissaire a expliqué que l'étau se resserrait, mais qu'au début, ils ont laissé Eddie Nilsson s'exprimer. Lui, frère d'Andresa par leur père seulement. Après son divorce, il est retourné vivre chez sa belle-mère Herminda et ses demi-sœurs Andresa et Viviana. Il était là devant la police, ayant l'occasion de s'expliquer, mais aussi avec son droit garanti de ne rien dire. Cet homme, se faisant passer pour un grand frère inquiet, a partagé des publications sur les réseaux sociaux concernant la disparition de la victime et a même assisté à sa veillée funèbre. Il est resté avec la famille, partageant l'émotion, passant des appels, disant qu'il était inquiet. Tout cela justement pour ne pas éveiller de soupçons sur lui-même. C'est cette histoire, n'est-ce pas, de plus c'est évident, plus c'est caché. Cependant, toutes les informations qu'il donnait étaient incohérentes et allaient à l'encontre de l'enquête. Finalement, le 21 août, presque 2 semaines après le crime, Eddie Nilsson Aparecido Lima, âgé de 48 ans, a été arrêté sans opposer de résistance. Peu après, il a admis sa culpabilité et a expliqué ce qui s'était passé. Ces détails ont été donnés par le commissaire Igor Barros da Silva lors d'une interview à la radio Noticias de Tatuita. Regardez. Comme nous l'avons mentionné, la police a rapidement découvert qu'Eddie Nilsson était le seul à être resté dans la maison à l'heure du crime. Les caméras n'ont montré personne entrer ni Andresa sortir. Sa déposition révèle une dispute pour des raisons financières. Mais se trompe celui qui pense à des montants millionnaires, à un héritage, à la vente de biens, à des assurances-vie ou à des choses similaires, comme nous l'avons déjà vu ici à plusieurs reprises. Dans ce cas, Eddie Nilsson a affirmé que lui et la victime se sont disputés à cause de factures qui n'avaient pas été payées. Faites attention aux détails. Les frères divorcés, qui à l'époque vivaient sous le même toit, dans la maison de leur père, se sont disputés à propos du partage des factures d'eau et d'électricité, entre guillemets. Il a dit qu'il était en colère contre elle depuis un certain temps déjà et que son intention était seulement de la frapper, mais que cela s'est transformé en une bagarre et il a fini par l'étrangler et qu'elle est morte asphyxiée. Après s'être rendu compte qu'il avait tué sa sœur, Eddie Nilsson a traîné le corps enveloppé dans cette couverture qui a disparu et l'a jeté au bord du ruisseau. Cela pour faire croire à la famille qu'elle avait disparu. Les gars, ça nous interpelle, n'est-ce pas? Le fait est que, en faisant des recherches sur cette affaire criminelle, plusieurs articles internationaux en espagnol sont apparus. Cela nous fait réaliser l'impact des publications et vidéos d'Andresa. Enfin, le 24 juin 2025, Eddie Nilsson Aparecido Lima a été jugé et condamné à 18 ans et 6 mois de prison en régime fermé pour avoir tué sa sœur. Cela alors que la peine pouvait aller jusqu'à 30 ans. La décision a été prise par le jury populaire à Tatuí même, la ville où le crime de féminicide a eu lieu. La condamnation portait sur un homicide qualifié avec 3 circonstances aggravantes: asphyxie, moyen rendant la défense difficile, et féminicide, et la justice a décidé que l'accusé ne pourra pas faire appel en liberté. Lors du procès, l'accusé a avoué le crime et a affirmé avoir perdu la tête à cause des humiliations supposées et récurrentes infligées par sa sœur. Il a aussi affirmé qu'Andresa avait initié les agressions et, selon lui, il regrettait et souhaiterait revenir en arrière. La mère de la victime, sa belle-mère, qu'il considérait comme son fils, a déclaré qu'il mentait et qu'Andresa ne voulait que son bien et pour cette raison lui donnait des conseils. D'autres ont rappelé qu'elle était toujours enjouée et aimait ses frères et sœurs. Elle conseillait à ce frère meurtrier de prendre soin de lui, qu'il était beau et devait veiller à ses dents. Autrement dit, un crime lâche commis entre 4 murs sans aucune raison futile. La peine donnée à Eddie Nilsson Aparecido de Lima a déçu la famille d'Andresa, sa mère, sa sœur Viviana et tous ceux ayant suivi le procès. La condamnation ne reflétait pas la brutalité des faits dans cette maison. Pendant que l'assassin purge sa peine, 2 enfants grandiront sans leur mère, disparus de façon brutale et définitive. Viviana a dit que la famille avait décidé de quitter la maison car il était impossible d'y rester. Les souvenirs d'enfance, de la vie commune, des moments heureux, tout cela a été contaminé par la violence. Andresa Chittini était très apprécié, surtout sur TikTok.
Ses vidéos sur son quotidien, son métier de manucure et la vie attiraient des milliers de personnes, y compris de l'étranger. Après sa mort, les commentaires ont changé de ton, des messages d'adieu, de révolte et de solidarité sont apparus. Le salon où elle travaillait a parfaitement résumé ce vide laissé par son absence. Un jour pluvieux et triste. Un départ inattendu et prématuré. Andresa n'a pas été tuée par une vieille rancune, le crime organisé ou un inconnu, mais assassinée chez elle par un membre de sa famille pour un motif banal. Et c'est peut-être le détail le plus troublant de cette histoire. Le danger, bien souvent, ne vient pas de l'extérieur, il est déjà à l'intérieur. Les gens ont beaucoup réclamé justice pour Andresa, mais cet aspect est plus complexe et souvent, la justice reste en dette envers la société. Malheureusement. D'ailleurs, dites-moi ici dans les commentaires, pour vous, quelqu'un qui commet un crime de ce genre, un homicide contre sa propre sœur à la maison, doit-il pouvoir bénéficier d'une progression de peine prévue par notre droit? Je pose la question honnêtement, car l'autre jour, j'ai vu un jeune homme qui a tué un homme dans une salle de sport. Je pense que vous avez tous vu ça, n'est-ce pas? Et ensuite, j'ai vu. Je ne sais pas si c'était son audience de garde à vue, une conversation avec le commissaire, enfin, quelque chose qui a fuité dans la presse. Alors tu regardes le visage du gars, il est complètement tranquille. Tu sais, le commissaire explique, le juge, je ne sais pas, lui explique. Je vais te poser quelques questions pour comprendre ce qui s'est passé et connaître ton point de vue, mais tu peux aussi choisir de garder le silence. Le gars, là, dans un calme absolu, je vais me taire, je ne vais rien dire. Mais tu voyais sur son visage ce truc du langage silencieux, tu vois. Qu'il y avait ce truc du devoir accompli, morbide, tu vois. Je me demande pourquoi il a ce sentiment que c'est réglé, que c'est fait. Est-ce parce qu'il sait qu'il va vieillir et que tout va bien? Il y a un danger là-dedans, non? Du moins, à mon avis, c'est absurde de donner cette impression, et je pense que ce n'est pas seulement la mienne. Si je me trompe, s'il te plaît, corrige-moi, maman. Je dirais que cette perception qu'on transmet est alarmante, révoltante, et surtout beaucoup trop triste pour les familles qui restent endeuillées à jamais. Je veux ton avis, merci beaucoup pour ta compagnie. N'oublie pas de mettre un like, de laisser un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji, d'accord? Ça m'aide. Merci beaucoup pour ton attention, un bisou du roux, et à bientôt pour le prochain épisode.